La justice dans ce pays, c'est quelque chose d'assez grave. En frontal, on a un état de droit. Un état de droit, c'est pour les naïfs, c'est pour les gugus. Un droit, c'est pour les cours de droit, c'est le cas théorique. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que je dis que l'état profond, il est toujours gagnant. Sauf les affaires lambda, etc., qui concernent la majorité des justiciables. Mais dès qu'on touche à un politique, quelque chose de grave, etc., plus rien ne fonctionne comme ça. Merci. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous d'être venus cet après-midi malgré un temps très froid, des manifestations autour et des occupations que nous avons tous les uns les autres. En tout cas, je suis heureusement surpris de la chaleur de l'accueil avec le buffet, la librairie, une espèce d'enthousiasme qui règne ici, qui fait plaisir à voir. Alors, je vais devoir faire une conférence. Le problème, c'est que sur quoi vous parlez, j'aurais tellement de sujets à aborder ici avec vous que je vais peut-être un peu parler de mon livre, mais aussi essayer d'élargir le propos. Ce livre, Face à l'état profond, 10 ans au RG de Mitterrand à Sarkozy, c'est un livre que je projette d'écrire depuis 20 ans. En fait, j'explique ma carrière dans ce livre que je décris un peu en détail, mais mes deux avocats m'ont dit d'enlever beaucoup d'aspects personnels. Alors j'ai enlevé beaucoup de choses, mais je décrivais par exemple les années d'études que j'ai vécues à Sciences Po à Paris de 76 à 80. Et je décris l'ambiance du Paris de ces années 70, les plus anciens noms connus. Et quand on voit ce qu'était Paris à cette époque, une ville propre, accueillante, sympathique, conviviale, plein de bonne humeur, plein d'entrain et tout, quand on voit maintenant ce que la ville est devenue, c'est quelque part un peu effrayant de voir cette chute irrémédiable du pays. Alors, comment on est arrivé là? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser en 2025, et à travers mon itinéraire personnel, j'essaie de réfléchir aux différents virages politiques et sociétaux qu'a pris la France depuis cette époque. Alors, je parlais de la France des années 70-80, j'explique, je donne une version un peu personnelle des choses, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Après la guerre, vous savez un peu ce qui est arrivé en France, l'arrivée de la libération en 1944, le gouvernement de Gaulle, son départ brutal le 20 janvier 1946, parce que De Gaulle refusait les alliances avec les partis politiques français qui, globalement, ont toujours eu un rôle assez néfaste vis-à-vis de la nation, les partis. Son retour en 1958, qui est fait clairement avec l'aide des États-Unis et de la CIA. Il faut le savoir, la CIA a aidé De Gaulle à revenir au pouvoir. Et après, ça a été la grande fâcherie. À partir de 61-62, De Gaulle se retrouve complètement contre les Américains et la CIA. Alors, je pouvais vous raconter un itinéraire un peu curieux, parce que grâce à mon passé de commissaire de renseignement, j'ai eu la chance de voir toute une série de personnages qu'on ne voit pas dans la rue, quoi, avec qui on peut discuter. Et notamment, j'ai vu un espion américain avec qui j'ai discuté il y a une vingtaine d'années. C'était un Hongrois. Il était c'était un officier de l'armée de la hongroise. Et en 1956, au moment des chars soviétiques qui arrivent à Budapest, il a pas supporté, donc comme il me dit, il a poussé la porte de l'ambassade américaine, et il a dit que c'était un vieux noble hongrois, et qu'il ne voulait pas vivre sous le joug soviétique. Les Américains l'ont engagé comme agent, et ils l'ont exfiltré en France, donc on est en 1956. Et là, il s'installe à Nancy, et puis la CIA le récupère, comme c'est un type intelligent, il apprend vite le français.
Et il m'explique qu'en 1958, avec la CIA, il était parti du groupe qui était chargé de prendre l'hôtel de ville de Paris pour De Gaulle. Donc là, la CIA aide à fond De Gaulle. Et à partir de 60-61, l'histoire de l'Algérie, les choses se dégradent. Et il m'a dit, et après en 62, j'ai fait partie du groupe de Bastien Thierry qui a fait l'attentat du Petit Clamart. Donc vous voyez qu'en 4 ans, le gars, il soutient De Gaulle en 58, et en 62, il me dit c'est moi qui avais la mitraillette Thompson qui était chargée de tirer sur la déesse de Gaulle qui s'est enrayée, vous savez que connaissez l'histoire. Donc cet agent de la CIA est arrêté, et il est condamné, bon, vous savez qu'il n'y a que Bastien Thierry qui a été exécuté, les autres ont eu des peines de prison. Et puis lui, il est libéré en 68. Et alors quand il va aux États-Unis, vous savez, si vous êtes allé aux États-Unis, vous devez remplir une fiche. Avez-vous déjà été condamné dans le passé? Elle dit oui, j'ai été condamné à mort 2 fois. Il dit une fois par les soviétiques en 56 et une fois par la Cour de sûreté de l'État en 62 en France. Et malgré ça, il me dit j'allais aux États-Unis sans problème parce que c'était un undercover de la CIA. Pour vous montrer que les événements changent, les personnes changent. Et donc, qu'à partir de 62-63, De Gaulle s'est trouvé face à la CIA contre lui. Ça s'est aggravé avec la sortie de l'OTAN. Ça s'est aggravé avec mai 68, puisque quand on décortique les événements de mai 68, on voit bien que toute l'extrême gauche française était très noyautée par la CIA. Et que si De Gaulle a pu récupérer le mouvement avec Pompidou, c'est grâce à l'appui notamment de la CGT et du Parti communiste. Les soviétiques ayant dit il faut sauver De Gaulle parce que c'est le seul qui prône une espèce d'entente avec l'Union soviétique, alors que les Américains sont pour la lutte frontale avec l'URSS. Alors, je fais ce petit développement parce que quelles ont été les influences politiques étrangères sur la France? Alors moi, j'en vois une importante et qui n'a jamais été vraiment développée. Pourtant, il y a matière à faire des recherches. C'est quoi la maladie de Georges Pompidou? Alors ça, c'est une question que personne ne s'est jamais posée. C'est quoi? Il avait une maladie, j'en parle un peu dans mon livre, à la fin de mon livre. Il avait la maladie de Waldenström. Elle touche 20 personnes par an en France. 20 personnes. Donc la probabilité pour qu'une telle maladie touche un président de la République, c'est l'histoire de Bigard et de la chauve-souris enragée, quoi. La chauve-souris, elle arrive en haut, par miracle. Donc moi je pense que Pompidou a été empoisonné par la CIA. Je le dis clairement. Parce que la CIA suivait pas à pas les faits et gestes de Pompidou. Ils allaient même jusqu'à analyser ses urines. Ils récupéraient son urine pour l'analyser, pour savoir où était l'évolution de sa maladie. Alors, je ne pense pas que tellement c'était pour le soigner. Je pense que plutôt c'était pour voir un peu l'état de la maladie. Quand maintenant on a vécu tout l'épisode de Covid, etc., maintenant on voit bien que la guerre bactériologique ou chimique, c'est plus une fiction, c'est quelque chose de réel. Vous savez que les Russes l'ont aussi beaucoup utilisé contre leurs opposants avec les fameuses maladies qui apparaissaient dans les opposants ukrainiens il y a 15 ans ou d'autres. Hein. Donc la guerre bactériologique fait partie des panoplies des services secrets. Donc quand ils ont décidé d'éliminer Pompidou, les Américains, ils ont 2 candidats qui sont face à eux. Ils ont 2 pro-américains. Ils ont Giscard et ils ont Mitterrand, qui sont, avec le Canuet, les 3 plus grands atlantistes de la 4e République. Mitterrand, à l'époque, il est allié avec les communistes, donc c'est pas question de soutenir Mitterrand à l'époque. Donc il décide de soutenir Giscard d'Estaing. Souvenez-vous, si vous avez vécu cette campagne, moi j'avais 16 ans, mais il a fait une campagne à l'américaine, en affichant sa famille, en mettant ses enfants derrière, on voyait jouer de l'accordéon, tout ça pour faire oublier que c'était un grand bourgeois qui était avec les financiers, avec les banquiers, etc. Donc on a un candidat Janus qui est sympathique, il tape sur l'épaule des Auvergnats en jouant de l'accordéon, mais derrière c'est le candidat américain de l'establishment financier. Alors pour financer sa campagne, il fallait de l'argent, puis vous savez que jusqu'à la loi de financement politique de 90-91, tout était permis sur le financement des campagnes. Donc en gros Giscard a été financé par l'Opus Dei, et par des banques américaines et puis des banques espagnoles.
la banque de Santander, puis d'autres banques de jeux que j'évoque rapidement parce que je ne peux pas tout développer, c'est pas possible. Et ce qui fait qu'il y avait quand même autour de lui des personnes qui avaient tous les éléments sur le financement de sa campagne de Giscard. Et notamment le prince de Broglie, le prince Louis de Broglie, qui avait participé aux accords d'Évian, puisqu'il était ministre pendant plusieurs années des affaires algériennes de Broglie. Et ensuite, il s'est fâché avec Giscard parce qu'il avait les finances de sa campagne et puis il ne le nommait pas ministre. Et donc, il y avait du grabuge entre eux. Ça aboutit à son assassinat le 24 décembre 1976. Et là, il n'y a pas de doute, on sait bien que c'est un assassinat. Et par chance, j'ai rencontré le policier qui était à l'origine de cette affaire. Le policier en question, il s'appelait Guy Simonet, je l'ai rencontré dans les années 2000. Et comme j'étais un ancien commissaire, que je grattais sur des dossiers politiques, on a discuté longuement. Et il m'a dit pas mal de choses. Et il m'a dit, écoute, un jour, si tu écris un livre, tu peux raconter un peu ce que je vais te raconter. Donc, comme il est mort il y a 4 ans maintenant, et qu'il a écrit un livre pour établir sa version sur l'affaire de Broglie, mais je me suis permis un peu de donner des éléments qu'il n'avait pas publiés dans ses livres, notamment que quand il était à la prison de la Santé, parce que donc, la chronologie, le 24 décembre, le prince de Broglie est tué, et 4 jours après, le ministre d'État Poniatowski, flanqué du directeur de la PJ, le directeur central et du patron de la BRB, il annonce on a résolu l'affaire complètement, c'est clair, c'est une histoire de prêt, il y avait 200 000 francs qui n'ont pas rendu, que le prince de Broglie réclamait pour un restaurant, pour la reine Pédoc qui était dans le 17e, et comme ils ne s'entendaient pas bien, un petit règlement de compte terminé, on n'en parle plus, puis on liquide l'affaire. Bon. Or, Simonet me dit, c'est pas du tout ça, c'est que de Broglie, il avait des documents compromettants sur cette campagne de Giscard, et il fallait l'éliminer. Et moi, on m'a chargé de recruter le tueur et d'organiser cet assassinat. Et dans le plan qu'il avait organisé, apparemment, il y a eu un loupé parce qu'il était avec sa voiture, il attendait le tueur qui s'appelait Gérard Fraîche. Et le tueur, alors qu'il devait partir dans une rue adjacente, il s'est précipité sur la voiture de Guy Simonet, qui a été arrêté quelques jours plus tard. Et donc, pour le pouvoir giscardien, l'histoire, elle est terminée. Sauf que Simonet va en prison à la Santé. Et que là, dans les promenades, il rencontre le célèbre ennemi public numéro 1 qui s'appelait Jacques Messrine. Et il m'a dit, avec Messrine, on se laissant pas, on discutait dans la prison de la Santé, il me dit, tu sais, moi je vais te causer, toi t'es un flic, donc je peux te dire des trucs. Bon, tu sais, je suis pas l'ennemi public numéro 1 qu'on raconte. Non. Parce que le pognon que je prends, j'enfile une partie au parti, tu vois. Je finance un peu le sac. Je finance les partis giscardiens aussi. Et je suis couvert par certains services. Et je pense que Messrine a été un agent du SNEC. Quand vous regardez son parcours, vous verrez qu'il y a des cambriolages. On ne voit pas du tout pourquoi il est allé prendre des documents à un général brésilien, qu'il est allé entrer dans la chambre d'hôtel d'un général proche de Franco pour piquer des documents. Enfin bref, il y a des choses qui ne correspondent pas à un simple truand de droit commun. Donc Simonet me dit, tu sais, Messrine, il fricotait avec les services et il finançait des partis. C'est quand même une bombe. Je l'écris depuis 3 mois, personne ne m'a interrogé là-dessus. Il faut dire que depuis 3 mois que mon livre est sorti, j'ai pas une attaque, j'ai rien. Personne ne bouge. Je pense qu'on m'aurait tout de suite dit que ça va pas, quoi. Or là, personne n'a bougé. Donc, je continue dans mes démonstrations, c'est pour vous montrer un peu les imbrications qu'il y a entre le pouvoir politique, le milieu de la criminalité, la délinquance, où le tableau n'est pas ce qu'on veut toujours nous présenter, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc De Broglie, il avait donné certains de ses documents à des amis, à des proches en qui il avait confiance. Il en avait donné une partie à Joseph Fontanet et une autre partie à Robert Boulin.
Alors, est-ce que j'ai besoin de préciser ce qu'il est arrivé aux deux hommes? Est-ce que j'ai besoin de préciser? Donc, Robert Boulin, vous savez, la fameuse histoire, enfin, son fameux suicide, entre guillemets, dans 20 cm d'eau, quand on le retrouve en forêt de Rambouillet, la version du suicide officielle, elle est donnée tout de suite par les autorités de l'État, par le ministère de l'Intérieur, par la justice, etc. Et dans mon livre, je décortique un petit peu qui sont les personnages autour de l'affaire Boulin. Je suis toujours en contact avec Fabienne Boulin, qui se bat de façon courageuse contre l'État profond, parce qu'on a expliqué qu'en France, il y a vraiment un État profond qui est assez puissant, qui est toujours puissant. Et donc, Robert Boulin, on peut voir qu'autour de lui, enfin, qui gênait Giscard, c'est évident, parce que Giscard, si vous voulez voir qu'il est impliqué dans une affaire, il faut voir ce qu'il fait le jour de l'enterrement. Ben, le jour de l'enterrement de De Broglie, il était à la chasse, et le jour de l'enterrement de Boulin, il était encore à la chasse. Donc, voilà, c'est clair. Et vous avez une ancienne ministre, Monique Pelletier, qui explique que le jour où ils annonçaient, c'est sidérant quand même, le jour où ils annoncent que Boulin est décédé, il n'y a pas un sentiment de regret, de peine, personne n'est choqué, tout le monde est figé, et puis il dit voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Ni Raymond Barre non plus n'est pas allé aux obsèques de Boulin. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne colle pas bien, quoi. Et à la suite de Boulin, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs, j'en parle, il y a eu plusieurs morts brutales. Et il y a eu encore un témoin qui s'appelle Élie Darmon, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, il a témoigné sur Radio Courtoisie il y a à peu près un an, sur l'affaire Boulin. Et on lui a tiré des balles de chevrotine au mois d'août dans sa villa, dans sa maison en Bretagne. Qui montre bien que continuer à travailler sur cette affaire, ça dérange encore apparemment des intérêts. Ça dérange. Alors, la justice, entre guillemets, française, elle a du mal à se remettre en cause dès qu'elle est conditionnée sur une version des faits et dès qu'il y a un homme politique qui est visé et qui visiblement a été éliminé. Alors la justice, là, elle est d'une extrême lenteur, et encore quand elle bouge, parce qu'avec Boulin, je dirais que Robert Boulin, il a la chance d'avoir une fille qui a décidé d'essayer d'avoir sur la vérité. Mais l'autre affaire que je développe énormément dans mon livre, c'est l'affaire Bérégovoy, que j'ai connue de très très près, puisque je suis en gros le seul qui a enquêté sur cette affaire. Et là, c'est pire que Boulin, parce que Bérégovoy, il y a une inertie totale de la famille. La famille ne veut absolument rien faire. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Madame Bérégovoy, j'ai vu aussi sa fille, son gendre. Ils ne veulent surtout rien faire. On sent que ce sont des gens qui sont menacés, qui sont soumis au silence, qui ont eu des menaces de rétorsion, probablement, de façon assurée. Là, j'ai appris incidemment que la famille de Brigitte Bardot, je ne sais pas si vous savez, parce que Brigitte Bardot, elle ne voulait pas que Macron soit à l'enterrement, il paraît qu'ils ont un contrôle fiscal depuis 2-3 jours. Ça doit être une coïncidence, là aussi, je pense que ça va être une coïncidence. Alors, donc cet état profond en France, il est réel, il est palpable, dès que vous voyez une affaire qui ne se passe pas de façon normale. C'est-à-dire que quand vous avez un homicide, un accident de voiture, quelqu'un qui se défenestre, qu'on retrouve mort au pied de l'immeuble, normalement, la police et la justice doivent faire un minimum d'actes qui sont prescrits par le code de procédure pénale, par le droit pénal, il y a une enquête à faire, etc. Dès que vous voyez que les choses ne se passent pas comme ça, que ce soit pour Boulin, pour Bérégovoy ou pour d'autres, vous vous rendez compte que là, il y a une main invisible, mais qui est très présente, et qui empêche que la vérité soit manifestée, que la vérité se fasse jour. Et là, les gens qui se penchent sur ces affaires, ils ont des tas d'ennuis, ils ont des tas de problèmes, ils ont des tas de soucis. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans la police. Je décris ça en détail dans mon livre. J'ai décidé de démarrer un petit peu de la façon tragique, parce que au démarrage, je raconte mon arrestation par les bœufs carottes dans mon commissariat. Voilà. C'était il y a exactement 20 ans, c'était en janvier 2006, j'étais commissaire à Palaiseau, et puis je vois les bœufs carottes arriver, et me traiter comme si j'étais un renégat.
un bandit et tout. Alors j'explique ça en détail parce que j'ai décidé de démarrer par les choses les plus fortes. Parce que après quelqu'un me dit, bon, on pourrait faire un thriller avec mon livre. Oui, on peut faire un thriller, c'est sûr. Et moi, j'ai été 3 mois en prison. J'explique. Alors, ça a été un peu plus dur que pour Sarkozy, hein, je vous rassure tout de suite quand même. Lui, il a fait 3 semaines, moi j'ai fait 3 mois, ils n'avaient pas toutes les télés derrière. J'ai pas eu le ministre de la Justice qui est venu voir si j'avais de l'eau chaude et si j'étais bien chauffé dans ma cellule, etc. Non, non. Et tout ça pour vous dire, je n'étais pas seul. Hein. Il y avait avec moi un agent privé et puis 3 gendarmes qui avaient été incarcérés. Ils ont fait un lot commun pour faire croire que. Enfin bref. Pour montrer que la justice dans ce pays, c'est quelque chose d'assez grave. Que, en frontal, on a un état de droit. Un état de droit, attendez, c'est pour les naïfs, l'état de droit. C'est pour les gugus. Hein, l'état de droit, c'est pour les cours de droit. C'est le cas théorique. Mais la réalité, elle n'est pas là. Hein. La réalité, c'est que je dis que l'état profond, il est toujours gagnant. Sauf les affaires lambda, etc., qui concernent la majorité des justiciables. Mais dès qu'on touche à un politique, quelque chose de grave, etc., plus rien ne fonctionne comme ça. Alors, je veux donner un exemple tout à fait récent. C'est que en 2025, j'ai fait 2 émissions télé avec un lanceur d'alerte qui s'appelait Michel Chalut. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Chalut. J'étais intervenu avec lui à plusieurs reprises. Il m'envoyait régulièrement plein de mails et je lui dis il faut que tu fasses attention parce que tu sais, quand on dénonce des scandales d'État, il faut être un peu couvert, il faut être un peu bordé, il faut avoir des sonnettes, il faut vraiment mesurer ce qu'on fait, etc. Avec qui, il faut toujours. Et il a fait ça un peu tout seul, à l'aveugle, de façon un peu au premier degré. Le 15 décembre, il a eu un accident mortel. Il a eu un accident mortel. Il a pris sa moto, je dis, il faut pas, il a pris une moto, et il y avait 2 gars qui l'attendaient à un carrefour en Bretagne, une ligne droite, hein, et ils l'ont foncé dessus, il a fait un vol plané de 25 mètres, il est mort sur le coup. Et depuis un mois, on se bat pour avoir les résultats de l'autopsie, pour avoir une expertise de la voiture, pour connaître l'identité des 2 gars dans la voiture, et on n'a rien. On n'a absolument rien. Si ça avait été un accident de droit commun, un accident normal, c'est jamais normal un accident mortel, c'est toujours choquant, mais un accident de droit commun, je pense que la gendarmerie aurait dit à ses amis, voilà, c'était 2 gars, ils avaient bu, ils étaient sous l'empire ils avaient un TCH positif, ils s'étaient drogués. Là, on n'a rien, rien. Et ils ont dit non, non, c'est un accident de la route simple, etc. Circuler, il n'y a rien à voir. Et alors, là où je suis encore plus édifié, c'est qu'on a un petit groupe autour de Michel et on s'envoie des infos. Et il y a 2 jours exactement, avant-hier, on m'envoie une information. Le procureur de la justice israélienne qui poursuivait Netanyahou pour corruption, renversé à moto par une voiture, il est mort suite à son accident de moto. Les procureurs qui ont enquêté sur la corruption de Netanyahou. Donc pour vous dire que dès qu'on enquête sur des événements de corruption, on risque gros. Parce que ces gens-là, ils ont l'argent. Quand vous avez de l'argent, on fait beaucoup de choses. Quand vous avez énormément d'argent, vous faites encore plus de choses. C'est le pouvoir illimité. Donc, en fait, l'état de droit, si vous voulez, c'est un cadre rassurant qui dit, bon, et encore, je dirais, l'état de droit, ça marche quand un pays, il est prospère. Ça marche en croissance économique. C'est-à-dire que quand les richesses sont réparties, quand on trouve du travail, quand on peut trouver un logement, quand l'ascenseur social fonctionne à peu près. Dès qu'on arrive en période de crise, de récession, de privation, d'incertitude, etc., il y a tous les verrous qui sautent, tout qui se désagrège, tout qui se délite. C'est un peu le spectacle de la France de 2025, parce que le spectacle de la France, il est plutôt affligeant, hein, je dirais qu'à tous les niveaux, que ce soit interne ou externe, c'est un Titanic, la France. Bon. L'orchestre joue encore un peu. Quand on anime les dégâts, il y a encore un orchestre qui joue, mais jusqu'à quand, quoi. Alors, donc ça faisait 20 ans que je voulais faire ce livre, mais
avant, j'attendais que la justice s'occupe un peu de ceux qui m'avaient fait des misères, quoi. Donc j'ai attendu que M. Sarkozy soit condamné, que M. Guéant soit condamné, parce que M. Guéant, c'est un acteur éminent de l'État profond en France. Et tant que ces gens-là, ils étaient puissants, ben, je ne pouvais pas trop bouger, quoi. Bon, alors maintenant, j'ai bougé, je commence à avoir des problèmes avec mes commandes de livres, je commence à avoir des cartons qui s'égarent, bon, ça commence à m'ennuyer, quoi. Alors au mois d'août, j'ai mon premier éditeur qui a été cambriolé, on lui a volé son ordinateur, tout son matériel, on lui a coupé ses câbles internet chez lui, donc j'ai dû changer de stratégie pour sortir mon livre, parce que j'ai compris qu'il y avait il y avait des pressions qui étaient exercées pour ne pas sortir ce livre. Alors, c'est bien marqué tome 1, hein, donc... alors j'ai un tome 2 qui est en préparation, et je peux dire que le tome 2 il sera beaucoup plus fort que le 1, parce que je sortirai beaucoup plus d'affaires. Si vous voulez, le premier livre, j'ai été obligé de rebâtir ma crédibilité sociale et professionnelle. Parce que quand vous avez été détruit comme j'étais détruit, c'était difficile. À chaque fois que je parlais, j'avais des articles contre moi. On disait que j'étais complotiste, que j'étais conspirationniste. Je voyais des complots partout. Comme si dans la vie, il n'y en avait pas des complots. Il y a des complots partout. Votre voisin vous fait un complot. La concierge qui chante, elle vous fait une machination. Le garagiste, il ment, il vous fait un complot. La banque qui triche. Il y a de la triche partout. On veut nous faire croire que tout est blanc, on est dans les bisounours. On n'est surtout pas dans les bisounours. Même pas dans les contes pour enfants, il y a toujours un gentil et un méchant. Il y a toujours la belle et la bête. Alors même dans les contes de fées, il y a toujours côté méchant. Donc comme j'étais un conspirationniste, un complotiste, il a fallu que je décrive mon parcours pour que j'explique qui j'étais, ce que j'avais fait. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des études supérieures à Paris dans ces années 70 qui étaient passionnantes. Normalement, j'aurais dû réussir l'ENA. J'explique que j'ai réussi des écrits que mes camarades de l'époque, ils sont finis préfets, ambassadeurs, directeurs de la DGSE. J'étais même de la promotion de Richard Descoings. J'ai entendu parler de Richard Descoings, le patron de Sciences Po. Je connaissais bien Richard. Donc j'ai connu toute cette époque fabuleuse. Et puis, comme je n'ai pas eu l'ENA et que j'aimais la police, j'aimais l'enseignement, j'ai passé commissaire de police, j'étais major de ma promotion, la 35e promotion, et puis j'ai pris les RG. J'ai failli prendre la sécurité publique, mais mon professeur de RG me dit non, mais il faut aller au RG, vous êtes fait pour ça. Bon, je suis allé au RG, pendant 3 ans et demi, j'étais au Havre, je me suis vraiment éclaté. J'explique en détail ce que je faisais, ce que faisaient les RG de cette époque-là, parce qu'on a tous une image un peu caricaturale de ce que c'était ce service. Évidemment, quand on était fichés, on était tous fichés. Je parle des fichiers des renseignements généraux, je dirais qu'on n'avait pas grand-chose à envier à la Stasi à l'époque, hein, parce qu'on fichait tous les gens qui sortaient de l'ordinaire. Ceux qui n'étaient pas fichés au RG, c'était vraiment le monsieur Dupont lambda qui n'avait rien fait dans sa vie. Lui, il n'était pas fiché. Mais dès que vous aviez été candidat dans les élections syndicales, professionnelles, que vous étiez dans n'importe quel parti, vous étiez militant, que vous étiez dans une mouvance plus ou moins dangereuse ou suspecte ou pas, vous étiez fiché. Et ça faisait sur 300 mon arrondissement de 400 000 habitants, j'avais à peu près 80 000 fiches. 80 000 fiches sur 400 000 habitants. Bon, évidemment, on ne la détruisait pas, hein, parce qu'il y a des fiches, j'explique qu'il y a des fiches qui remontaient à la guerre. Normalement, les fichiers ils avaient été épurés en 1944, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient restées. Donc, on avait des fichiers de collabos, des trucs comme ça. Je dirais que c'est bien pour les historiens, pour les sociologues, pour des gens qui font des recherches. Mais globalement, les fichiers avaient été un peu épurés, mais on ne jetait rien, on gardait tout. Souvent, on avait des fichiers. D'ailleurs, c'est pas parce que les gens y meurent qu'ils n'ont plus d'influence. Les écrivains, les poètes, les essayistes et tout, même après leur mort, ils continuent à rayonner par leurs écrits, par leurs sympathisants, etc. Donc, on avait des fichiers imposants. Je parle aussi des écoutes téléphoniques. Dans mon livre, je parle des écoutes. Les écoutes, ça faisait peur. Est-ce que je suis écouté ? Alors, en 1974, Giscard avait décidé de supprimer les écoutes. Et quand j'arrive dans mon service, il y avait une petite pièce au fond, là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me dit, ça, c'est les écoutes. Alors, ils me sortent des vieux magnétophones, c'est des années 60, fin des années 60, avec des bandes, tout se faisait avec des bandes. Elles étaient toutes poussiéreuses et tout. Et
Il m'expliquait qu'ils étaient en train d'écouter pour savoir qui était dangereux, et puis si c'était dangereux, il fallait qu'on te surveille, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Il me dit, mais c'était infernal, on en avait marre de faire ces écoutes, donc ça a été supprimé, mais les gens pensaient toujours qu'ils étaient sur écoute. Alors quand les gens me demandaient est-ce que je suis sur écoute, si c'était un élu, je dis non, rassurez-vous, vous n'êtes pas sur écoute. Mais c'était un type qui me cachait les yeux, il dit, ah, vous êtes peut-être sur écoute. Alors il venait me dire, non, je vais vous dire ça, etc. Mais globalement, la France globale n'était plus écoutée à partir de ces années-là. Les seuls milieux qu'on surveillait, c'était l'extrême gauche, l'extrême droite, les milieux anarchistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un extrême? Ça aussi, c'est un concept politique à géométrie variable. Hein, Mais alors, j'explique que ce que c'est. C'était un service Carrefour. L'énergie, c'est un service Carrefour. C'est un service. On était au Carrefour. Alors, on travaillait tous les jours avec la police urbaine, sécurité publique ou la gendarmerie. Mais on avait aussi, côté renseignement, on travaillait avec la DST, avec la DGSE, avec la DPSD. Et il y avait d'autres services de renseignement étrangers, justement. Moi, je travaillais avec des services britanniques, anglais, pour surveiller des terroristes irlandais. Et puis, je raconte l'affaire de terrorisme que j'ai réussi en 87, ce qui m'a valu de rencontrer un acteur éminent de l'État profond, Charles Pasqua. Je suis inévitable là-dessus, monsieur. Alors Pasqua, c'était l'État profond personnifié, parce que c'était tout son itinéraire chez Ricard, connaissait son passé de résistant à 16-17 ans, etc. Mais qu'est-ce que faisait Ricard? Parce qu'il faisait que vendre du pastis. Il ne faisait pas que vendre du pastis. Parce que quand les représentants revenaient d'Indochine, ils ramenaient un peu de canne. Donc en fait, sous couvert de Ricard, on amenait aussi de la drogue. Donc les amis de Pasqua étaient un peu concernés par la French Connection. D'ailleurs, Pasqua n'a jamais pu faire de voyage aux États-Unis. Si vous trouvez un trace de voyage de Pasqua aux États-Unis, vous me le donnez, parce que apparemment le FBI il avait déclaré non grata sur le sol américain. On n'en parle pas dans les médias, c'est pas correct. Hein. Alors, l'autre acteur important de l'État profond en France, pour moi, c'est Mitterrand. Pour moi, c'est Mitterrand. Parlons-en, parce que ça fait 30 ans que le symptôme vous a quitté. Ça fait 30 ans, il est mort le 8 janvier 96, exact. Alors, je parle pas mal de Mitterrand, je mets pas mal de photos, puisque vous avez compris que j'ai pu faire ce livre, parce que grâce à ma carrière, j'ai pu connaître des gens que j'aurais jamais connus. Donc, l'entourage de Pasqua, après, je suis dans la Nièvre, donc j'ai connu tout le staff rapproché de Mitterrand. J'ai notamment bien connu le Roland Dumas, je mets des photos avec Roland Dumas, qui est un personnage absolument passionnant. Et puis, j'ai bien connu Roger Delpé, qui était un des adjoints de Focard, un des patrons du 5. Donc, quand j'ai eu des bribes, des renseignements des uns des autres et tout, ça m'a permis de faire des analyses. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est quand vous les voyez en aparté, le soir, quand on a bu un peu 2-3 verres de Bordeaux, et puis qu'on ajoute le cognac dessus, alors les confidences, elles arrivent. Là, et puis après, il faut noter, et puis il faut essayer de ne pas oublier. Hein. Donc, Roger Delpé, qui m'a aussi donné pas mal d'éléments. Donc, Mitterrand, il faut voir l'itinéraire de ce personnage. Il était quand même 14 ans président de la République en France, et puis à une époque, attendez, le président de la République, il comptait beaucoup plus que le coco là qui est là, hein, parce que à l'époque, on était sur la guerre froide, on était encore sous la lancée de la République gaulienne. Alors, le président, c'était quelque chose. C'était pas n'importe qui. Ça n'existe plus, je dirais, le président depuis Sarkozy. C'est plus la même personnalité, c'est plus le même charisme. Alors, le passé de Mitterrand, il est super intéressant pour comprendre ses actions pendant sa présidence. C'est-à-dire que c'est un type qui a toujours été, il a toujours louvoyé, je pense qu'il était peut-être maurassien d'inspiration, en tout cas il était dans la cagoule. Avant la guerre, il était au comité secret d'action révolutionnaire, il était dans la cagoule. Et moi j'explique qu'en 85-6, dans mon arrondissement du Havre, j'avais des personnages politiques fabuleux. J'avais Jean Le Canuel, j'avais Fabius, jeune Premier ministre, qui ne connaissait pas à l'époque la politique.
Et puis j'avais un vieux routier de la politique, c'était André Bettencourt. Donc je suis allé voir André Bettencourt parce que, remettons-nous il y a 30 ans, avant la première cohabitation, tout le monde se demande à Paris, mais qui c'est qui va être Premier ministre de Mitterrand? Il y avait 3 candidats. Il y avait Chaban-Delmas, il y avait Chirac, qui était Premier ministre, et puis il y avait Bettencourt. Donc moi, on me dit, essayez d'aller voir Bettencourt, discuter avec nous. Je vais un soir le voir à sa mairie, Saint-Maurice-des-Plantes, petit bled de 400 habitants qui compte pour rien. Mais j'en avais en face de moi l'homme le plus riche de France, le mari de Léliane Schuller. Et on a parlé de son passé, de son truc. C'est un type assez impénétrable, il avait un regard bleu très perçant. Et il me dit, mais non, non, mais moi je ne vais pas aller guerroyer avec Mitterrand en 86. D'abord, j'ai passé l'âge. Maintenant, je commence à avoir 65 ans passés. Et puis François, on est trop copains avec François. Ah non, on est copains avec François, oui. On a été aux Jésuites ensemble, et puis on s'est connus dans le comité secret d'action révolutionnaire. Ce XAR, cette cagoule, elle rassemblait dans les années 36-40 des jeunes technocrates qui voulaient en finir avec la Troisième République. Et donc ils étaient séduits par l'Italie Mussolini, ils étaient aussi séduits par le Reich, parce que, quand même s'imaginer, maintenant on a réécrit l'histoire, dans les années 30, quand on voyait une Europe avec des démocraties parlementaires qui s'effondrent face à l'Union soviétique de Staline, qui était à l'époque quand même un pays très très fort, le Reich de tonton Adolphe, il apparaissait comme quelque chose de sécurisant, ça nous rassure. Donc dans le Czar, il y avait des technocrates, il y avait cette fameuse synarchie, je sais pas si vous avez entendu parler du concept de synarchie, cette synarchie qui rassemblait les grands industriels français qui hésitaient en disant comment est-ce que la République va finir, quel peut être notre avenir, est-ce qu'on choisit l'Italie fasciste, est-ce qu'on choisit le modèle allemand, etc. Alors c'est intéressant de voir que les membres du Czar, en 40, ils vont se scinder en gros en deux. Il va y avoir des collabos tout de suite. Et puis il va y avoir des gens, quelques-uns qui vont s'engager dans la résistance, qui vont avoir une vision des choses. Mitterrand, en premier, il ne s'engage pas dans la résistance. D'abord, il est vichyssois, comme vous savez. La Francisque, certificat numéro 2202, c'est Mitterrand, la Francisque 2202. Et puis après, il prend ses distances, après il s'occupe, il rentre dans la résistance, mais vous savez qu'il a voulu, il a voulu être nommé dans l'ordre de la Libération et que De Gaulle a refusé catégoriquement qu'il soit dans l'ordre de la Libération. Mais il a pris dans son gouvernement 44, le gouvernement de l'Union nationale, parce que à cette époque, à 44, on a effacé beaucoup de choses. On a voulu mettre sous le tapis beaucoup de choses désagréables, parce que si on avait voulu, il y a eu 20 000 morts à la Libération. Alors là, c'était des exécutions sauvages qui étaient assez sanglantes, parce que les pages de la Libération, c'était pas clair à voir, c'était terrible. Si on avait voulu faire un procès, on aurait peut-être tué 400 000 personnes, mais il ne faut pas tuer 400 000 personnes. Il faut penser à la reconstruction. Ce qui fait que De Gaulle a effacé, a pardonné à beaucoup de gens, qu'il a réintégré dans son gouvernement et qui après ont fait carrière. Quand vous regardez, par exemple, pendant la guerre, Pompidou, il travaille à la Banque Rothschild à Paris. Il n'est pas dans la résistance. Couve de Murville, c'est pareil. Je ne crois pas que ce soit dans la résistance, Couve de Murville. Je crois que pendant la guerre, il était même haut fonctionnaire, je ne sais plus où, je ne sais pas si dans la diplomatie, mais enfin, voilà. Donc il y a des gens qui ont des parcours assez sinueux. Et alors, dans mon livre, je développe quelque chose que personne n'a jamais parlé, mais c'est les accords Mitterrand-Pasqua. Ces deux-là s'entendaient comme Laurent en foire. On les oppose, on les oppose. Mais ils s'entendaient bien. Alors pourquoi ils s'entendaient bien? Parce qu'il y a eu l'attentat de l'Observatoire. Vous connaissez l'attentat de l'Observatoire, c'était en 1959. Mitterrand est au creux de la vague. Il a choisi d'être opposant à De Gaulle, alors que Bettencourt, lui, il a choisi d'être tout de suite avec De Gaulle. Et ensuite, il est allé en Chine à plusieurs reprises. C'était un des acteurs de l'ouverture de la France sur la Chine, Bettencourt. Donc, comme Mitterrand il est au creux de la vague, il va s'organiser son attentat à lui. Son petit attentat à l'Observatoire, où un monsieur qui s'appelle Pesquet va lui tirer avec la mitraillette, mais la mitraillette, là aussi, elle va s'enrayer, il va en rescaper, et il va dire « j'ai failli être tué par un activiste », etc. Pesquet, il est mort de sa belle mort à Granville à 98 ans. C'est un monsieur qui a vécu longuement après.
Alors, comme il organise ce faux attentat, et qu'en 65, de Gaulle, Mitterrand se présente contre De Gaulle en 65, De Gaulle, il avait peur, craignait que l'Arsouille, parce qu'il appelait l'Arsouille, craignait que l'Arsouille Mitterrand lui fasse encore une vacherie style attentat de l'Observatoire. Donc, j'explique dans mon livre qu'il a mis derrière lui une équipe du SAC pour suivre sa campagne. Et dans l'équipe du SAC, il y avait un certain Charles Pasqua. Pas tout le temps, hein, par intermittence. Mais donc, à ce moment-là, ils se connaissent. Donc, ça veut dire déjà que ces deux-là, ils ont commencé leur vie politique pendant la Résistance. Et quand vous commencez votre action politique pendant la Résistance, ça change tout. Nous, on est un pays en paix. Mais quand vous avez connu un pays en guerre, avec des trahisons, vous travaillez avec des faux noms, vous voyez des gens avec qui vous étiez qui sont arrêtés, qui sont torturés, vous devez partir de toute urgence, vous avez l'habitude de la clandestinité et de l'action violente. C'est pas la même chose que lorsque vous avez fait les Young Leaders, l'ENA, l'HEC, Normal Sup. Ça n'a rien à voir. Vous avez une autre formation. Donc que ce soit pour Mitterrand ou pour Pasqua, d'éliminer des opposants, de faire des mauvais coups, etc., ça faisait partie de la panoplie politique, je dirais, normale, quoi. C'est comme ça que j'explique donc le silence assourdissant qui suit le suicide de Bérégovoy. Parce que, je ne sais pas si vous avez vécu ces événements, mais un Premier ministre qui se suicide au bord d'un canal, tout seul, avec l'arme en garde du corps, vous verrez, j'ai promis la photo de Bérégovoy quand il est découvert, il n'y a pas de tout de 357. Au contraire, il avait deux petits orifices, un ici puis un là. Donc, visiblement, on voit bien qu'il a été tué. La droite aurait pu exploiter, mais la droite, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle a tout avalé, elle a tout accepté. Ça montre qu'il y a eu un accord préalable. J'explique. Alors moi, j'ai été un acteur involontaire de cette histoire parce que j'étais directeur DRG à Nevers et un ami de Mitterrand m'avait dit « il faut que tu reçoives ce journaliste du Canard, il a des choses à te dire ». Et le journaliste du Canard, que je reçois en mai ou juin 92, il m'explique qu'il y a une opération qui se prépare contre Bérégovoy. Mais moi, je pensais à un article. Je pensais à une campagne de presse. J'aurais jamais pu imaginer qu'on en arrive à un assassinat. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et après l'histoire de Bérégovoy, qu'est-ce qu'on voit alors, au niveau des anecdotes, on voit des morts violentes ou des histoires pas claires. Alors, j'en ai développé 3 dans mon livre, mais je pourrais en parler d'autres. Dans les événements pas clairs qui suivent Bérégovoy, un événement doit en chasser un autre. Alors, quand on a eu la mort de Boulin, 3 jours après, on retrouve Mesrine et on tue Mesrine, port de Clignancourt. 3 jours après. Boulin, c'est le 30 octobre, quand l'autocou au matin. Mesrine, c'est le 2 novembre. Comme par hasard, la police l'a cherché pendant des mois sans le trouver, mais 3 jours après Boulin, il nous tombe tout cuit, tout net. Il est là, tué, etc. Donc, les journaux ne parlent plus de ça. L'affaire Boulin, elle passe elle passe derrière, elle passe en deuxième plan. Et pour Béré, on a fait un peu la même chose avec l'affaire Human Bomb. Moi, j'explique que pour moi, Human Bomb est une affaire complètement trafiquée. Une affaire voulue, parce que, attendez, qui c'est que ce terroriste Eric Schmitt? Eric Schmitt, moi j'ai regardé sa vie en détail, c'était un patron d'une boîte informatique, il était originaire d'Afrique du Nord, il avait créé d'abord un logiciel impeccable, ça marchait bien pour lui, et puis après les choses se sont dégradées, il a dû licencier tout le monde, il a perdu sa boîte, il était en 1990 interdit de gestion, il ne pouvait plus rien faire, il était dépressif, aux abois, et il va proposer ses services au Conseil général des Hauts-de-Seine. Oh, elle n'est pas belle l'histoire. Et là, apparemment, on commence à dire on n'aurait peut-être besoin de vos services, etc. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, il laisse tomber, mais tout est que quelques mois plus tard, il revient faire sa prise d'otage à Neuilly-sur-Seine. Dont le maire est Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas belle la vie, hein. Et là, oh là là, c'est terrible. Des enfants sont pris en otage. Superman arrive, il va chercher la rançon. Je ne sais même pas s'il a rendu la rançon.
Il y a toujours des trous noirs dans ces histoires-là, on sait même pas. Mais en tout cas, il a bien sauvé un enfant devant les... Je suis là, je suis là. Vous venez, je sauve l'enfant. Et voilà. Alors, je peux dire que le jour même Pasqua était un peu fatigué de la façon dont Sarkozy s'était mis en scène. D'ailleurs, le commissaire qui dirigeait l'opération des Bétuitou, que je connaissais, et le procureur Lyon-Camp, ils étaient fatigués de la mise en scène de Sarko pendant cette histoire. Évidemment, le gars, il ne fallait pas qu'il en sorte vivant, hein. Il fallait qu'il soit tué. Alors, le raid a fait son boulot, parce que le raid, ce que je vous dise, c'est des gens, ils font un peu ce qu'on leur demande de faire. Hein. Mais quand elle avait vu que le gars, il avait un pistolet en plastique, hein, il avait un faux pistolet, et puis qu'il avait quasiment rien sur lui, un preneur d'otage qui ne parle pas, il s'exprimait en écrivant des trucs sur une ardoise, et il montrait, il dit « Je veux 1 million de francs, je veux un avion, etc. » Le gars tout seul, avec deux gardes municipaux, l'affaire elle est finie, quoi. Mais non, on l'a fait durer. Tout ça pour mettre notre best-seller emprisonné en scène, quoi. C'était le début d'une longue carrière. Et alors, après l'histoire du Man Bomb, à laquelle moi personnellement j'ai toujours cru que c'était vraiment fantoche, on va avoir 2 morts suspectes, que je trouve personnellement suspectes. Hein. Alors d'abord, on a l'assassinat de René Bousquet. Ah, René Bousquet. 8 juin 93. Qui c'était René Bousquet? Un grand copain de Mitterrand. Alors René Bousquet, c'était un ancien cagoulard, lui aussi. C'était un technocrate brillant. Hein. Il était très très brillant. D'ailleurs, au moment où Jean Moulin était préfet de Redouard, René Bousquet, qui avait à peine 30 ans, il était préfet de la Marne. Est-ce que vous savez que préfet de la Marne, c'est un poste très important? C'est un poste très important parce que vous êtes le préfet du Champagne. Et vous participez aux ventes du champagne à travers le comité interprofessionnel de vins de champagne, CIVC. Pendant la guerre, les Allemands avaient nommé 3 Weinführer, les Führers du vin. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ils avaient nommé un Führer en Champagne, un Führer en Bourgogne et un Führer à Bordeaux. Alors ces gens-là, c'était pas n'importe qui, c'était des Allemands qui connaissaient très bien le vin, qui souvent étaient parlés français et qui étaient chargés de négocier en gros le pillage de nos vins, nos bons vins, pour l'Allemagne. Et Dieu sait si quand on fait la guerre, on a besoin de boire du vin pour oublier les soucis. Donc, le préfet de la Marne, René Bousquet, s'est entendu comme Laurent en foire avec le Weinführer de Champagne pour donner des quotas très importants au Reich. Alors, il y a des listes qui sortent, mais je ne conseille pas d'aller avec les listes quand vous achetez du champagne, parce que c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas du tout. Parce que dire qu'on a filé beaucoup de champagne à la Wehrmacht et à l'état-major allemand, ça déplaît. Ça a été la même chose pour les vins de Bourgogne et de Bordeaux. Alors René Bousquet, donc il est préfet de la Marne, donc c'est un poste important, et puis après il est nommé secrétaire d'État aux affaires juives de Vichy. Je ne vais pas développer son parcours pour l'occupation. Il s'en sort avec une condamnation à l'indignité nationale, mais il est revite mis en circuit, et devient un banquier, il dirige la banque de Chine. Et René Bousquet est l'un des financiers privés de François Mitterrand. Il a financé sa campagne en 65 et en 74, en 81. C'est un peu désagréable d'évoquer ça, mais René Bousquet avait prévu de faire ses confidences à Pierre Péan, et voilà qu'il est tué de 4 balles de revolver dans son immeuble par un garçon qui s'appelait Christian Didier. J'en parle un petit peu dans mon livre. Et ce Christian Didier, c'était un type qui cherchait le succès. Il voulait vraiment qu'on parle de lui. Alors, à un moment, il avait envahi les plateaux de télé en disant je veux être animateur, je veux être animateur. Évidemment, il s'était fait rabrouer, etc. Et puis, un beau jour, je crois que c'était en 90, ce Christian Didier, il est allé à l'Élysée. Il dit qu'il avait un dossier secret sous le bras. Alors,
L'informaticien, lui, il va au Conseil général de Haute-Seine proposer ses services. Christian Didier, lui, il dit j'ai un dossier secret à présenter à Mitterrand. Et il est reçu par le parrain de la République. Moi, je trouve que c'est le parrain de la République. C'était un homme à bretelles qui fumait des cigares. C'était Michel Charasse. Pour moi, Michel Charasse est un des grands parrains de la politique française. Et donc, le Christian Didier, je ne sais pas trop ce qui lui arrive à ce moment-là, et paf, c'est lui qui va tuer de 4 balles de revolver René Bousquet avant qu'il puisse faire ses confidences à Pierre Péan. Mince alors, il nous manquera des événements sur Mitterrand. Bon. Et l'autre mort qui suit cette période fertile en mort subite, c'est 14 juin 1993, un accident de la route dans le Loiret. Qui c'est qui meurt dans cet accident? Louis Bruno Chavray. Qui est Louis Bruno Chavray? C'était le procureur de l'affaire Boulin. Le membre du SAC, procureur de l'affaire Boulin. Donc je pense que, comme je l'explique en 92, quand moi j'ai un journaliste du Canard qui vient de me dire on prépare quelque chose sur Bérégovoy, au même moment, Mitterrand, qui était président finissant, qui était malade, il avait atteint son cancer. Donc quand on a beaucoup de pouvoir et qu'on sait qu'on va mourir, on n'a plus beaucoup de scrupules, on peut se dire après moi le déluge. Donc moi je suis Baudor, qu'il a signé des accords, un accord secret tacite avec Pasqua pour faire cette série d'éliminations. Et sur Bérégovoy, je cite quelque chose, mais personne ne m'a repris. C'était qu'à cette époque-là, j'étais au Gabon. J'étais conseiller du directeur de la police au Gabon. Et dès que Bérégovoy, c'est le 1er mai 1993, et 2 jours après, je suis dans mon bureau, le patron de la police gabonaise me dit il faut que tu viennes, je te passe le président. Et Bongo lui me dit en direct c'est Mitterrand qui a fait tuer Bérégovoy. Voilà, en direct. Donc, quand un tel connaisseur qui était Omar Bongo de la politique française, puisqu'il les connaissait tous, il les finançait tous. Quand il allait à l'hôtel Crillon, c'était incroyable à voir, il avait sa mallette avec ses enveloppes, et que ça allait de Le Pen à l'extrême gauche. Ils avaient tous leur enveloppe. Et après leur enveloppe, bah, évidemment, il y avait des confidences. Bongo, c'était le plus grand connaisseur de la politique française. Donc, s'il me dit, lui, personnellement, le 3 mai, que c'est Mitterrand qui a fait tuer Béret, il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Quelle est la leçon tirée de ça? La leçon tirée, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que depuis cette affaire, quand on a jeté si loin le bouchon qu'on peut tuer un Premier ministre récent, hein, parce que lui, c'était pas depuis 25 ans, il était Premier ministre 2 mois avant. Il quitte l'hôtel Matignon le 29 mars. Et il est tué le 1er mai. C'est très, très, très récent. Il n'y a plus qu'un mois il y a plus qu'un mois où les choses se mettent en place. Hein. C'est très rapide. Donc quand on voit qu'on a jeté le bouchon pour éliminer un Premier ministre et que ça passe dans toute la classe politique et médiatique, ceux qui ont osé s'insurger, il y a un gars qui a écrit 3 bouquins, Dominique Labarrière, je ne sais pas si vous connaissez les livres de Dominique Labarrière, il a osé 3 bouquins pour dire que cet homme a été assassiné. Il a été. Moi, je ne sais pas, les grandes télés ne se pressent pas pour lire mon livre non plus, hein, le chronique, il y a des choses importantes. Et j'explique que depuis lors, c'est open bar pour la corruption en France. C'est open bar. Parce que, pourquoi il y a eu ce consensus? Béret, qui était un ouvrier, un ancien ouvrier gazier syndicaliste, même s'il avait grimpé au sein du PS et au sein de l'État, il avait gardé ses idées originales. Il avait gardé l'idéal de l'ouvrier qui veut qu'on emploie la richesse pour le bien commun, qu'on distribue, etc. Et il a été petit à petit enserré par toute une équipe de financiers et de mafieux avec qui il devait composer, mais moi je le voyais tous les week-ends. Donc quand je le voyais le week-end, il était contracté à Nevers. Et depuis la nomination d'Edith Cresson à Matignon, je voyais qu'il était de plus en plus énervé. Et alors le 8 avril, ça, sa déclaration à l'Assemblée nationale, je veux lutter contre la corruption, et j'ai même là une liste que je pourrais vous donner les noms, etc. Là, il avait signé son arrêt de mort. Il a eu le temps de faire voter une loi pour instituer le service central de lutte contre la corruption, qui voulait que ce soit vraiment un service de lutte contre la corruption. Mais après sa mort,
Le service, il a été rencardé, il n'a plus été qu'un service d'observation. Et d'ailleurs, il y a un nouveau service de lutte anticorruption qui a été créé par une loi de 2016. Ce service n'arrive toujours pas à publier un rapport. C'est-à-dire que tout ce qui dénonce la corruption en France, ben, ça gêne, c'est mal vu, on ne veut pas en parler. Or, la corruption en France, je dis, c'est 130 milliards d'euros. C'est pas... Et je donne des chiffres qui sont estimés par les grands organismes mondiaux qui chiffrent par pays la corruption. On estime en France que la corruption, c'est 120-130 milliards d'euros. Imaginons ce qu'on pourrait faire avec cet argent depuis 10 ans, 20 ans. Quand on voit que nos voies ferrées ne fonctionnent plus, parce qu'on ne peut plus changer les voies ferrées, les chemins de fer, les caténaires, vous avez le métro qui est toujours en attente, parce que problème de signalisation, problème de ci, problème de ça, vous avez des trous dans les routes partout, etc. Depuis 20 ans, on nous détourne de l'argent en pagaille en France, on nous détourne du pognon. Pourtant, on n'arrête pas d'en payer des taxes. Tous les jours. TVA, impôts, machin, taxes, tous les jours. Ils n'arrivent pas à voter, mais en tout cas, le coulage, la corruption, il continue. 130 milliards par an. Moi, je veux dire que si un jour on renverse la table et qu'on met à jour les comptes, on met tout ça à nu, on va être édifié, je pense, on va être édifié. Alors, heureusement qu'on a une association comme Anticor, heureusement que remercions Cahuzac d'avoir permis la création du parquet national financier. C'est pas parfait, je suis d'accord. Il y a mieux à faire. Mais c'est déjà un début. Parce que, excusez-moi, est-ce qu'il y a 10-15 ans, on aurait pu imaginer un Sarkozy condamné et en prison? C'était inimaginable. Moi, je trouve que là, on a quand même... on a renversé un premier tabou. On ne lui a pas coupé la tête. Mais bon, il est allé 3 semaines très durement au bagne de Cayenne. Bon, alors, est-ce qu'on a envie de lire d'autres livres comme ça? Je pense qu'il va passer quand même en appel en mars. Et il a quand même d'autres affaires sur le dos. Il a le retournement de témoin avec ce fameux Takieddine, qui a eu la bonne idée d'avoir une crise cardiaque 2 jours. 2 jours avant le procès, crise cardiaque. Parce que si Takieddine avait été vivant au moment d'énoncer du jugement, je peux dire qu'on l'aurait entendu. Il n'avait pas l'habitude d'avoir la langue dans sa poche, Takieddine. À l'énoncé du jugement, je suis sûr qu'il aurait donné une interview fracassante. Là encore, un hasard du calendrier a permis, un peu comme Bousquet. Donc, toute cette classe politique, elle est criminelle, quelque part. Elle est criminelle. Elle vole, elle tue. Alors, après, on va vous faire des grandes déclarations pendant les élections. Ils sont tous bleu-blanc, ils veulent tous nous promettre des choses fantastiques et tout. Mais quand on examine la réalité, c'est plus contrasté. Alors, je dirais l'apport de Bérégovoy, si on voudrait remettre un peu les choses au goût du jour. Lutter contre la corruption en France, c'est fondamental. C'est important pour moi. Je pense que c'est vital. Maintenant, tout le monde vous dit narcotrafic. On parle que de narcotrafic. Oui, d'accord, narcotrafic, mais ils vont où tous ces milliards-là? Il n'y a pas des entreprises qui servent à du blanchiment? Il y a pas des trucs... Il y a bien des comptes offshore un peu partout. Il y a des arrangements fiscaux avec des tas de pays qui sont plus ou moins fréquentables. Voilà, donc, alors maintenant, la grande lessiveuse, l'Ukraine, on n'a pas fait mieux. C'est mieux que l'Afrique. Maintenant, Zelensky, c'est toutes les semaines qu'il passe prendre son chèque. C'est ahurissant, quoi. Pendant que Russie a donné aux agriculteurs, lui, il arrive. C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Alors, l'enseignement donc de ces assassinats, c'est porte ouverte pour la corruption. Je pense un arrangement tacite entre les partis, globalement les partis, parce que, désolé, même le RN, il est dans la sauce, avec les condamnations même le RN, il est dans la sauce, avec l'histoire des députés européens, etc., etc. Alors, en qui avoir confiance? Plus en grand monde, franchement. On ne peut plus avoir tellement confiance. Le problème, c'est que si on veut en sortir, avec qui on peut espérer gouverner, quoi? Avec d'autres. Moi, je sais que les idées de Chouard, de faire un tirage au sort, c'est une idée, pourquoi pas, parce que tant qu'on aura des partis, on aura des pressions, on aura des influences, on essaie d'imaginer quelque chose. Mais en tout cas, si on fait une lecture de la Ve République, de tous ces événements-là, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'assassinat de mon ami, Michel Chanuy, il y a 1 mois,
peut dire que cet État-là, il continue à être mafieux, à détourner et puis à éliminer les opposants, quoi. Encore une chance que j'ai pu sortir mon livre et que je puisse m'exprimer devant vous, parce que c'est pas évident. Moi, j'avais fait une campagne en 2012, j'étais candidat anticorruption, donc j'avais fait un débat sur la corruption en France, et j'avais justement invité Simonet qui nous avait parlé de l'affaire de Breuil. Moi, j'avais parlé de l'affaire Bérégovoy, et j'avais une dame qui était venue, qui avait parlé d'une affaire que je développerai dans le tome 2. Je parlerai de l'assassinat de Yann Pia, le député Yann Pia. Voilà. Mais c'est marrant, les journalistes, je trouve que les journalistes, des fois, manquent un peu de curiosité quand même, franchement. Bon, est-ce que la première partie, est-ce qu'on poursuit encore Oui, on poursuit encore. Alors, je ne sais pas si je peux évoquer beaucoup de sujets, mais j'ai déjà fait un panorama assez important des choses. Moi, je veux dire que le métier de commissaire, c'est un métier qui m'a beaucoup plu, que j'ai énormément aimé, et surtout au sein de cette direction des renseignements généraux, mais qui n'existe plus. Parce que, comme je l'explique, comme ils savaient trop de choses, comme on avait nos fichiers, comme on avait un savoir-faire, une antériorité, ça gênait beaucoup les hommes politiques qu'on sache tellement de choses sur leur vie là, parce que qu'on connaisse leur pédigré, leur parcours, leur prise d'opposition, tout ça, ça les gênait. Donc maintenant, évidemment, que la société de l'information en 2025, c'est plus du tout ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, c'est fini. On a une circulation énorme de l'information, on a Internet, on a les réseaux sociaux, vous tapez sur Wikipédia des trucs, donc alors on vous sort des trucs vrais, des trucs faux. Mais vous avez quand même une base de données qui est énorme par rapport à ce que vous pouvez avoir auparavant. Mais imaginons que subitement, un jour, on n'a plus d'Internet. Personne ne peut vraiment imaginer ça. En gros, on deviendrait tous plus ou moins fous. Hein. Je crois on est tous drogués à l'information. Hein. Donc si un jour on n'a plus d'information, on va être comme des gens qui ont des drogues, qui n'ont plus de drogue, ou des alcooliques qui n'ont plus d'alcool, on va péter un câble hein, si on n'a plus d'information. Voilà, alors ça c'est au niveau interne. Maintenant, au niveau international, écoutez, il y a tellement de choses à dire. C'est que moi je vois que maintenant, on est rentré, on est revenu dans l'OTAN en 2007 avec Sarkozy. On voit le désastre. On voit le désastre. C'est complètement désastreux. Cette histoire nous coûte encore très cher. Parce que imaginons qu'on ne soit pas dans l'OTAN, comme la France ne l'était pas par exemple en 1973. Au moment de la guerre du Vietnam, la France a hébergé les pourparlers entre les Américains et le Vietnam. Elle était contente de voir que la France serve de point de discussion, de rencontre entre les uns et les autres. Si on avait été hors de l'OTAN et qu'on ne soit pas dans cette Europe de merde, parce que moi je ne peux plus de voir cette Europe, j'en ai ras-le-bol de voir cette histoire-là. C'est une machine à suicider la France, cette histoire d'Europe. Si on avait été en dehors de ça, imaginez qu'on accueille les pourparlers russo-ukrainiens. Vous imaginez le rôle que la France aurait pu avoir? Énorme, énorme. Au lieu de ça, on s'engage à fournir du pognon. Elle est maintenant filée des soldats, complètement la masse. C'est vraiment... Alors, moi, tant qu'on restera emprisonné dans cette Europe technocratique de Bruxelles qui comprend rien, qui va nous détruire, dans cette OTAN, et puis alors, il faut aussi sortir de l'OMS. Là, Trump, il a quand même compris pour les États-Unis qu'il faut en sortir tout de suite de l'OMS. Il ne faut plus rester dans ce cas. Parce que dès qu'ils vont vous déclencher une pandémie, tout ce que vous voulez, la fièvre du canard, la dysenterie du dromadaire et tout, souvenez-vous qu'Attal, il est à peine Premier ministre, il nous dit tout de suite qu'il va mettre en place le vaccin pour le... Vous vous souvenez, là? Attendez, immédiatement, il est prêt à ouvrir des trucs, puis après on lui dit, écoute, arrête, hein, c'est une connerie, il va y faire marche arrière. Mais son premier sentiment, au lieu de protéger les Français, de dire c'est du toc, non, non, on va vous mettre des vaccins, etc. 3 grands lobbies à supprimer, l'Europe, l'OTAN et l'OMS. Et entre nous, on vivrait très très bien. Attends, ce serait très très bien. On a du vin, je vais parler, hein, on a du vin, on a des céréales, on a des produits agricoles, on a une frontière maritime qui fait à peu près 2500 km ou 3000 km en France. Et puis si on sait exploiter nos dom-tom, on a un plateau continental qui est un des plus grands du monde.
si on savait mettre ça en forme. Et moi, comme je dis souvent, parce que j'ai vécu en Afrique, je vais régulièrement en Afrique, je crois beaucoup au lien de la francophonie. La langue, c'est important. On a beau être en Europe, on parle pas on pense pas comme les Anglais ou les Allemands. Non, mais discuter avec un Sénégalais ou un Ivoirien, il parle français comme nous, il a des réactions un peu françaises. Donc, si on développe de liens de la francophonie et qu'on remet en marche notre économie, et puis Dieu sait si on a des gens, mais qui sont forts en France, on a des super PME, des gens qui sont à la pointe, aéronautique, spatiale, chimie, agrochimie, on a un savoir-faire. Évidemment, mais tant qu'on aura des bradeurs de l'économie nationale comme on a depuis 25 ans, 30 ans, on s'en sortira pas. Mais faut arrêter avec tout ça, quoi. Il faut se reprendre en main. Mais je crois qu'il n'y a qu'un sursaut populaire qui permettra de le faire, parce que c'est pas avec les technocrates actuels qu'on y arrivera, hein. Voilà un peu ma vision des choses. Mon conseil, il est peut-être un petit peu pessimiste, mais bon, on a eu des, qu'est-ce que vous voulez, on a eu des gens un peu démoniaques au pouvoir, on a eu des gens tordus, des gens qui étaient dans le complot complètement. Mitterrand, il n'y a pas mieux hein, que le complot, hein. Lui, il a vécu avec ça complètement, hein. Puis Pasqua derrière, pareil. Maintenant, ils sont moins malins, parce que franchement, Sarkozy à côté de Pasqua, c'est pas la même chose. Puis l'autre actuel, là, s'il pouvait avoir un troisième mandat pour avoir son immunité, ça l'arrangerait, parce que... Bon, voilà, je pense j'ai fait un survol assez général de pas mal de sujets. On va un peu se faire une petite pause, peut-être, et puis on va passer aux questions, peut-être.